Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio sport à propos d'automobile concernant la 26e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Nous étions à l'étape finale de mardi 6 février en principauté de Monaco pour vous rapporter les images que vous avez actuellement durant notre podcast. Alors là, au début de ce podcast, à l'heure où je vous parle, je suis en studio à notre radio associative de la Colle-sur-Loup pour vous présenter le rallye et ensuite, magie de la radio, on se retrouve en vidéo depuis le port Hercule de Monaco pour la suite de ce podcast en vidéo. Donc, pour présenter ce rallye, il a déjà eu lieu du 31 janvier au 7 février 2024. Comme à l'accoutumée, le rallye de Monte-Carlo historique est réservé aux voitures ayant participé au rallye donc de Monte-Carlo, mais cette année entre 1911 et 1983. Vous savez, les dates changent un petit peu chaque année. Ensuite, le coup d'envoi de cette édition 2024 a été donné donc mercredi 31 janvier avec le départ du premier parcours de concentration depuis Glasgow. Ensuite, jeudi 1er février, le parcours de concentration depuis Bad Hombourg, Reims et Milan pour rejoindre la principauté en destination commune que les pilotes équipages ont atteint vendredi 2 février dans l'après-midi. Les premières hostilités chronométrées, donc le vrai départ du Rallye Monte-Carlo historique 2024, démarrent donc le lendemain, samedi 3 février. Alors, cette année, il y a peu de Français quand même que d'habitude nous suivons à RVPB à la rédaction, notamment par exemple Carlos Tavares, le PDG de Peugeot, PSA de Peugeot Citroën, Stellantis. Nous avons Jean-Claude Lamorlette en temps général aussi. On avait eu à l'époque aussi Jean-Pierre Madère, il y avait eu Jérôme Rivière. Bon, a priori, cette année, ils ne sont pas dans la liste des engagés. Donc, il y a quand même moins de Français qu'on suit d'habitude. Mais bon, donc cette année, on peut retenir quand même, on l'espère, cette année, qu'il va le remporter, ce Rallye Monte-Carlo historique, parce que c'est un peu comme Sébastien Loeb avec le Dakar. Il y croit, il veut l'avoir, ce Rallye Monte-Carlo historique. C'est un ancien vainqueur du Rallye Monte-Carlo, d'ailleurs. Mais il veut le gagner, et il est pas loin à chaque fois, il est pas loin chaque année. Et là, il est encore là cette année, on lui souhaite en tout cas. C'est Bruno Sabi et Denis Giraudet, son copilote, sur leur Ford Capri 2300 S, équipage numéro 38, voilà, à suivre. Ensuite, Michel Chabran sur BMW 323i, ensuite Louis Chabran sur BMW 1602 et aussi l'équipage monégasque à suivre, Olivier et Lydie Campana sur leur Golf GTI. On n'oublie pas bien sûr le duo suisse numéro 1, Claudio Enz et Christina Sieberger, vainqueurs l'an passé du Monte-Carlo historique 2023 avec leur Lancia Fulvia 1,3 litre S. Quelques chiffres à retenir sur ce Monte-Carlo historique 2024. 4 villes de départ, 17 étapes, 29 nationalités, 43 marques et 242 concurrents. Mercredi 31 janvier, la 26e édition a été officiellement lancée depuis Glasgow en Écosse pour le parcours de concentration. Ils étaient 5 concurrents sur les 6 prévus. Au total, près de 2150 km à parcourir en 2 jours pour rejoindre la principauté de Monaco vendredi après-midi. Sur la journée de jeudi 1er février, 233 concurrents sur les 242 prévus ont pris le départ depuis les 4 villes. Après Glasgow hier, aujourd'hui, le premier départ du jour était lancé depuis Bad Hombourg en Allemagne à 14h. Ils étaient 15 équipages sur les 19 prévus à s'élancer sur le parcours de concentration et rejoindre Monaco vendredi après-midi avec 1220 km au programme. À 18h, départ de Milan en Italie, 131 équipages se sont élancés sur les 137 prévus avec 960 km pour rejoindre Monaco. Milan était le plus gros
point de départ des équipages. Parmi les principaux engagés, on retient notamment les tenants du titre 2023, Claudio Hens et Christina Sieberger avec leur Lancia Fulvia 1,3 litre, le français Bruno Sabi et son copilote Denis Giraudet à bord de leur Ford Capri 2,3 litres de 1970 ont choisi de traverser les Alpes par le Mont Blanc pour rejoindre ce départ à Milan. Enfin, à 19h, départ de Reims, de nuit donc en France, avec 82 équipages au complet. Ils se sont élancés sur leur parcours de concentration de 1000 km jusqu'à Monaco. Pour la journée de vendredi 2 février, les concurrents ont rejoint le port Hercule de Monaco après leur parcours de concentration respectifs pour les 4 villes de départ, et donc les pilotes, les équipages sont tous passés sur le podium dans l'après-midi aujourd'hui à leur arrivée pour la présentation au public. Repos ce soir bien mérité avant le début de la première étape chronométrée de classement qui démarre donc demain matin. La journée de samedi 3 février, première étape de classement entre Monaco et Valence, les premières hostilités chronométrées pour cette étape. Départ du premier concurrent à 7h du matin pour rejoindre donc la préfecture de la Drôme, une nouvelle fois ville-étape. Avec 4 spéciales à disputer, autant dire que cette première vraie journée de course n'était pas de tout repos. En guise de hors-d'œuvre pour les concurrents, la magnifique épreuve de Soleias Castellane, la SR1 qui surplombe dans sa partie finale le lac de Chaudane, avant d'enchaîner avec Chaudon-Norenté direction Digne-les-Bains, la SR2 et son redoutable col de Corobin à 1211 mètres d'altitude, placé ensuite au contrôle horaire de la mi-journée et également organisé dans la ville de préfecture des Alpes de Haute-Provence, Digne, qui attend toute la caravane place du Tempinet à partir de 12h10. La remontée drômoise passera ensuite par Ventavon et Chabeston pour la SR3, avec notamment l'affranchissement du col de Faille, puis le massif du Vercors avec au menu la cime du Mât, direction le col de Gaudissart pour la SR4 et son atypique col de l'Écharasson. Un dernier contrôle horaire est prévu à Saint-Jean-en-Royans à 17h15 afin de réguler les concurrents attendus au Champ de Mars de Valence à partir de 18h30. Et donc, à l'issue de ces 4 zones spéciales de régularité, voici le classement général provisoire. C'est Michel Descrémer, ancien vainqueur il y a quelques années de ce rallye Monte-Carlo historique, qui est premier du général avec sa Opel Ascona 400. La journée de dimanche 4 février, première partie de l'étape commune avec une boucle bien sûr autour de Valence, mais c'était direction les terres ardéchoises. Pour cette première partie de l'étape commune, les concurrents devaient rejoindre Privas pour un contrôle horaire avant de débuter la SR5, la spéciale de régularité Lias direction Pouchère, qui n'avait pas été pratiquée depuis les années 1990. Une épreuve suivie ensuite sur le routier de la traditionnelle halte à partir de 10h50 devant la remise chère à la famille Joigny, qui célébrait aujourd'hui ses 60 ans avec un tout nouveau asphalte rouge et blanc pour accueillir les concurrents. Suivait ensuite une version rarissime du légendaire Burzet avec la SR6 Freycinet-Saint-Martial. La pause de la mi-journée était programmée à partir de 13h10, place du marché à Saint-Agrève, où une dégustation de produits régionaux qui permettait à l'ensemble des concurrents et accompagnants de passer un agréable moment avant d'enchaîner pour la classique le boucle de Saint-Bonnet-le-Froid, la SR7, puis la Louvesque, la Bâtie d'Andorre, la SR8 et le retour sur Valence, bien sûr, une nouvelle fois précédée de la traditionnelle escale populaire et festive du quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône à partir de 16h50. Alors l'info du jour, c'était pour Bruno Sabi. On suppose bien sûr qu'il s'en se serait bien passé, mais les choses se sont quand même bien terminées. Les fans craignaient son abandon sur problème mécanique donc de l'équipage français vedette Sabi Giraudet dans la Ford Capri 2,6 litres
portant le numéro 38. Ils ont d'abord réussi à arriver dimanche, bien sûr, devant la mythique remise de Yves Joigny à Entraigues-sur-Volane pour déguster les tartes aux pommes pour le 60e anniversaire, mais ça c'était dans la SR 5. Et en fait, ils ont réussi à rallier Entraigues-sur-Volane grâce à une réparation de fortune, car il y a eu un problème de casse au niveau de sa transmission sur sa Ford Capri, capricieuse d'ailleurs, pour continuer à rêver. Et donc Bruno Sabi a même terminé quelques heures plus tard cette première journée de l'étape commune en ayant bouclé les 4 redoutables spéciales organisées en Ardèche et celle en Haute-Loire devant une foule record. Voilà. Alors Bruno Sabi, bien entendu, a remercié ses mécanos. Coup de chapeau à mes mécanos, je cite. Voilà, il a glissé ce mot à la tente d'arrivée de Valence dimanche soir. La réparation donc de ce début de matinée a finalement réussi et a en fait permis à la vénérable Capri de retrouver toute sa fougue avec un nouvel objectif. Maintenant, il sait que le rallye cette année, la victoire finale, ce ne sera pas pour eux. Mais l'objectif, l'essentiel, c'est de rallier Monaco mardi soir et d'attaquer le col du Turini dans la nuit de mardi à mercredi pour l'étape finale. On lui souhaite. Alors, pour terminer, le classement général provisoire après la SR8, eh bien, le leader du général donc, est toujours, comme hier, Michel Descrémer sur Opel Ascona. Alors concernant la journée de lundi 5 février, deuxième étape commune avec une seconde boucle autour de Valence, c'était la dernière puisque demain ils retourneront en principauté. Et bien donc aujourd'hui depuis la direction des massifs du Diois et des Baronnies, dès 8h donc pour la deuxième partie de l'étape commune. Au programme de cette grande journée, d'abord Val-d'Rône-Lapiard, c'est la SR9, spéciale de régularité 9, via le col de Carabe, frontière naturelle entre les départements de la Drôme et des Hautes-Alpes, puis en direction de Laborel, d'ailleurs un petit arrêt au musée de Monte-Carlo, monté de toutes pièces par un particulier, donc à Laborel, en direction de Montauban sur Louvèze pour la SR10, avec notamment le col de Pertille, 1302 mètres à franchir. L'arrêt de la mi-journée est programmé à Buis-les-Baronnies à 1h-5 de l'après-midi, avant que les concurrents n'enchaînent avec Sainte-Jalle-Rémusat, donc la SR11, via le col de Soubeyran. Et enfin, la SR12 Recoubeau-Jansac en direction de Penne-le-Sec et son connu col de Penne à 1040 mètres. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'était tout en montagne. Dernière halte du jour avant le retour sur Valence aux alentours de 17h20, 17h30 pour la place du Champ de Mars à Crest avec un contrôle horaire à partir de 16h25. Alors concernant le classement, après la SR12, donc le général provisoire, Michel Descrémer, toujours premier, toujours leader, sur sa Opel Ascona 400. Sean, deuxième sur Austin Mini Cooper S et Picoro, troisième sur Alfa Romeo 2000 GTV. Mardi 6 février, comme chaque année, cette journée est divisée en 2 parties. Première partie, c'est l'étape du jour, la 3e étape commune. Et ensuite, la deuxième partie de la journée, c'est la nuit entre le mardi et le mercredi pour l'étape finale. Vous l'avez compris, le mardi, c'est 2 étapes dans la même journée. Voilà, donc que s'est-il passé clairement ? Eh bien, départ de Valence ce mardi 6 février à 7h, 3e et dernière partie de l'étape commune avec la très célèbre spéciale de régularité Saint-Nazaire-le-Désert, La Motte-Chalençon. La suite ensuite pour les concurrents encore en course est passée par Roussieux et Laborel. Oui, ils sont retournés sur Laborel comme hier avec l'enchaînement des cols de Réchassé et de Pierrevèche. Et enfin, bien sûr, la redescente vers la principauté de Monaco avec la SR15, il fallait pas l'oublier, entre Collonges et le col de Saint-Raphaël. L'entrée au parc fermé à Monaco était prévue à partir de 16h35. Les pilotes pouvaient arriver éventuellement avant aussi.
Et nous avons rejoint Monaco à la rédaction, puisque là je suis en studio à l'heure où je vous parle, mais on a rejoint ensuite donc la principauté pour vous faire vivre l'étape finale en mode vidéo, hein, comme vous allez le voir dans ce podcast radio. Et bien sur la route, nous avons rencontré bien entendu des voitures du rallye Monte-Carlo, ça va de soi. Alors, concernant le classement, après cette spéciale de régularité numéro 15, Collonges, col de Saint-Raphaël, c'est donc... ça donne un bon point d'idée de départ pour savoir qui pourrait éventuellement gagner ce rallye Monte-Carlo 26e édition. Et bien donc le classement général provisoire, et bien à l'heure où je vous parle, donc à 16h actuellement, eh bien c'est Michel Decrémer, toujours premier, leader du général avec 890 points, devant Giorgio Schon, deuxième, 980 points, et Maurizio Aiolfi, troisième, avec 1000 points. Le dénouement final, bien sûr, c'est ce soir, sur l'étape finale. Alors nous sommes toujours mardi 6 février, quelques heures avant d'aller à Monaco seulement pour rejoindre toute cette caravane de la 26e édition du Rallye Monte-Carlo et où nous serons donc en duplex vidéo. Juste l'info qui vient de tomber juste avant qu'on parte de la rédaction à la Colle-sur-Loup, en prélude du départ des 213 concurrents, des rescapés, pour cette nuit du Turini qui arrive, le début de soirée sur le port de Monaco va permettre à SAS, le prince Albert II de Monaco, de rendre un vibrant hommage à son père, SAS, le prince Régnier III, et à son goût des belles voitures. Autour de 20h, vibrant avec le public, eh bien, ils pourront entendre rugir le moteur d'une rarissime Deutsche Bonnet, Frua, restaurée pour l'occasion, et c'est le prince Albert II qui sera au volant pour un tour complet du circuit de Monaco. Alors vous avez la photo dans notre podcast, dans notre émission podcast radio concernant ce Monte-Carlo historique. On vous a mis la photo de l'Automobile Club. Nous l'avons vu, le Prince Albert, vous allez le voir, on l'a en vidéo, mais on l'a vu brièvement parce que il a donné le départ de cette étape finale et ensuite il est parti. Donc vous le verrez, mais vous le verrez très bref, brièvement. Et donc cette DB Frua a été totalement rénovée dans les ateliers de la collection du Prince, le musée des voitures du Prince de Monaco, qui d'ailleurs est visitable, à partir d'une épave, tenez-vous bien, rachetée aux États-Unis. C'est la réplique exacte de la voiture que le Prince Régnier avait pilotée lui-même lors du Tour Auto en 1953 sous un pseudonyme habituellement trouvé pour éviter d'être reconnu. L'aventure avait tourné court à cause d'un petit accident sans gravité et 70 ans plus tard, c'est un bel hommage que lui a rendu son fils. Après avoir fait son tour de circuit de Monaco, puisqu'en fait le prince a fait, autour de 20h, il a fait le tour du circuit emblématique de Formule 1 de Monte-Carlo de Monaco, et il est revenu ensuite sur le podium de l'Automobile Club de Monaco pour donner le départ des premiers concurrents du classement général. Et là nous avons la vidéo du départ avec le drapeau lancé par le Prince Albert, secoué par le Prince Albert. Et ensuite vous le verrez brièvement puisqu'il part. Et donc voilà, il a donné le départ des premiers concurrents du classement général. Allez, sans plus attendre, eh bien, c'est le duplex depuis Monaco en vidéo avec mon collègue animateur Jean-Claude Liénard. Alors bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio, on continue donc ce podcast avec Jean-Claude qui est avec moi en duplex de Monte-Carlo. Voilà, et pour toujours comme tous les ans avec Jérôme, avec grand plaisir de se retrouver à cette occasion et avec cette très belle voiture.
Alors donc pour ce podcast Radio Sport, on parle bien sûr de la 26e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Ce soir, nous sommes mardi 6 février. Départ dans quelques minutes, dans 30 minutes de l'étape finale. Donc depuis Monaco en direction de la SR16, Sospel Col de Turini. Col de Turini, voilà. 19,774 km précisément. Et ensuite, la dernière spéciale de régularité, la 17, entre La Cabanette et Col de Brosse. Qui aura lieu en pleine nuit, de toute façon. Là aussi, une spéciale assez mythique, qui n'a pas l'aura du Turini, mais néanmoins des routes très intéressantes et différentes selon les moments. Et on aura bien sûr le dénouement final de cette 26e édition du Rallye Monte-Carlo 2024. Voilà, et avec une arrivée au Port Hercule à pratiquement 1h du matin cette nuit, la nuit de mardi à mercredi. Alors voilà, on vous donnera les résultats demain matin, bien entendu. Alors on est dans le parc fermé avec Jean-Claude, on attend le départ. Voilà, devant une magnifique Ferrari 308, là aussi un mythe de ce rallye. On a vu dans les années 82 là autour Jean-Claude Andruet participer au Monte-Carlo sur ce genre de voiture assez exceptionnelle et qui est un peu je dirais différente des voitures traditionnelles de rallye, mais qui évidemment est très performante. Voilà, c'est parti pour la nuit du Turini, le premier concurrent. Nous en adressé ici, le prince de Monaco vient de leur donner. Voyez les pardons ici depuis le parc fermé. L'équipage numéro 25, ceux qui sont en tête. Michel Descrémères. Depuis de très nombreuses journées sur le Rallye Monte-Carlo historique, ceux qui sont en tête l'équipage. Avec la Skoda 400 de préparation Conrero de l'époque, qui était un préparateur italien très compétent pour les Opel, et preuve en est, ils sont toujours là. Voilà, on ne pouvait pas manquer de vous filmer le premier des concurrents, étant donné que c'est le Prince Albert SAS de Monaco qui a lancé le départ cette année de cette 26e édition. Ils sont 7e au classement de collection. Lui-même, c'est une collection. Même lui, c'est une collection. C'est un homme de collection. Voilà. Ça, c'est du départ presque. Fiat 131, comme à la grande époque des Andruet et Michel Mouton, qui ont fait des exploits avec cette voiture un petit peu lourde et un peu difficile à manier, mais avec ces bons pilotes, ils ont réussi à faire des choses exceptionnelles. Des voitures de la collection ici, à le vigneron du Clos des Grives. La BMW des Français Louis Chabran et Roland. Oui, alors là encore des voitures mythiques de ces années-là, des propulsions, des voitures très agréables à conduire et qui glissaient pas mal et qui étaient très performantes pour l'époque et qui ont fait des résultats époustouflants au Monte-Carlo. Et c'est un fidèle, Louis Chabran, le chef cuisinier de la Drôme. C'est un fidèle, il est souvent là. C'est un bon choix parce que en même temps c'est des voitures assez fiables et tout, et ça ne jette pas avec un bruit épouvantable, mais c'est des voitures intéressantes. Bon alors Bruno, on en est où? Ça se passe bien pour vous? On a eu des petits problèmes mécaniques. Ah, c'est un peu voilà, le lot des voitures. Dans la caravane quand même. Voilà, écoute, bonne continuation et on te suit toujours de près. De la nuit du Turini. Et la nuit du Turini, Bruno. Le départ de Bruno Sabi. Bruno Sabi de Ligironi. Avec une Ford Capri 2600 qui était une voiture là aussi très performante pour l'époque. Une propulsion également avec un gros moteur et un petit look de voiture américaine. Voilà, et pas mal de succès. vous venez de voir la vidéo d'interview qu'on a eue avec Bruno un peu plus tôt dans la soirée. Il a eu une casse mécanique, on en a parlé dans notre podcast, mais en Ardèche, il a eu une casse mécanique de transmission. Et le rallye c'était fini pour lui cette année, mais bon, il a continué à participer jusqu'au bout et il est là. Ouais, plus podcast que podcast. Mais il a fait une réparation de fortune et il a pu repartir.
exceptionnel. Donc la Lancia Fulvia, rouge aux couleurs d'Italie et vainqueur de l'année dernière. Le couple gagnant. Voilà le couple gagnant du rallye. Une traction pour une fois, pas une propulsion, mais là aussi très rapide sur la neige, très rapide dans ces conditions difficiles. Alors cette année ils gagneront pas, mais en tout cas je vous donnerai leur place en fin de chronique. Ils gagneront à être connus. Ils ont gagné l'année dernière. Les vainqueurs en titre du rallye 2023. À l'instant, ils sont là, à nos côtés, ils vont prendre le départ. Claudio Enz, Christina Simberger. Équipage 100% féminin, tu en cherchais un, voilà. Voilà, comme à l'époque de Michel Mouton et d'Annie Harry ou de Françoise Conconi. Et bon, on espère pour elles qu'elles feront les résultats à la hauteur de Michel Mouton. Il y a une Française, Isabelle Godin. L'équipage 50 avec Olivier Campana et Ludi. Les Golf GTI première version qui aujourd'hui sont très recherchés. Et là aussi qui étaient très rapides, des voitures légères, pas très puissantes mais à l'aise partout. Et avec un bon pilote comme à l'époque Jacques Pantiatici, ça faisait un malheur. Allez, on leur souhaite bonne route. Allez, la R5 numéro 91. Voilà, là aussi comme à l'époque de Fréclin et de Jean Ragnotti qui avaient un peu ces mêmes voitures avec lesquelles ils avaient fait 2 et 3e au Monte-Carlo, des exploits d'un autre monde. Toujours pareil, petite voiture légère, à l'aise sur la neige. Elle a été lavée celle-là. Voilà, celle-là est 47. magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie, mais en tout cas, elle est splendide. Et on leur souhaite de bien s'amuser, ce qu'ils devraient faire ce soir. Équipage 24. Oui, la Otto Bianchi à Barthes, sans doute la plus petite déjà au niveau du gabarit, du rallye, et même au niveau de la puissance, hein, c'était pas très puissant, mais léger et sympa. Équipage 53, 100% français. Voilà, une Alpina 310, aussi comme à la grande époque, avec le capot noir mat qui évite les reflets du soleil, et très joli dans les couleurs un peu Renault, jaune et noir, et très sympa au niveau du bruit, même des performances, même si elles n'ont pas fait les exploits des A110. Voilà, toujours depuis cette étape finale, donc depuis le port Hercule à Monaco. Voilà, les départs s'enchaînent comme vous le voyez. Voilà, une soirée bien animée avec toutes ces voitures très hétéroclites et avec chacune sa propre personnalité. Bien évidemment, une Porsche ça ne ressemble pas à une Saab, à une Renault ou à une Lancia, et c'est un grand plaisir pour les yeux. Chaque voiture est unique. Voilà, et je pense que les pilotes doivent quand même bien s'amuser et avoir passé une semaine sympathique à user un petit peu du bitume pour le plaisir. En tout cas, merci Jean-Claude d'avoir participé à ce podcast sport. Avec grand plaisir, toujours pour RVPB, VIP Online. On est toujours ravis d'être avec eux et merci pour leur dynamisme et pour leur travail là-dessus. Et puis on te retrouvera peut-être à Top Marque, on ne sait pas, on verra. Bien évidemment, parce que le sport automobile, c'est dans nos veines et on ne lâchera pas l'histoire aussi facilement. C'était Jérôme et Jean-Claude pour vipradioonline.fr. Et à tout à l'heure dans un prochain podcast pour la suite avec tous les résultats de cette 26e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Et la fin, bien sûr, de ce rallye, mais qui sera pas vraiment la fin, puisque on retournera vers vous pour d'autres événements automobiles. C'est ça, à très bientôt pour RVPB. Eh bien bonjour à tous, ici Jérôme depuis le studio RVPB à la Colle-sur-Loup, bien rentré depuis notre duplex vidéo en principauté de Monaco hier soir, mardi 6 février, pour cette étape finale de la 26e édition du Monte-Carlo historique avec mon collègue Jean-Claude Liénard qui était avec moi.
Vous l'avez vu donc en vidéo, ce reportage très intéressant sur place. Et aujourd'hui, ce matin, ce mercredi 7 février, eh bien, je vous donne les résultats complets, comme prévu, de ce 26e Rallye Monte-Carlo historique. Alors, cette spéciale de régularité numéro 16, Sospel, Col de Turini, elle a donné quoi ? Eh bien, elle a donné une victoire du Français Samuel Thiel, d'ailleurs que nous avons vu, on l'a capté en vidéo, Samuel Thiel sur Porsche 911 SC, devant Michael Pan sur Volvo 121 et Giorgio Schon sur Austin Mini Cooper. Et ensuite, le scoop de la nuit, parce que hier c'était prévu que la spéciale de régularité 17 ait lieu, c'était la cabanette, le col de Brosse, et bien cette spéciale a été tout simplement annulée. Alors, me demandez pas pourquoi à l'heure de mon podcast, je ne sais pas. J'imagine peut-être que c'est le brouillard, parce que c'était prévu, il y avait du brouillard sur la route hier soir, il disait, au niveau des cols, de Turini et tout ça. Donc peut-être c'est à cause du brouillard qu'ils ont supprimé cette spéciale de régularité. Voilà, à suivre. En tous les cas, ça a fait quoi ? Ça a fait l'avantage, bien sûr, ça a fait le bonheur de Michel Descrémer, puisqu'il avait quelques points d'avance, bien sûr, mais bon, voilà, on n'était pas à l'abri qu'il y ait un retournement de situation, puisqu'il avait 90 points d'avance, voilà, sur Schon, Giorgio au général. Et bien non, du coup, c'est la victoire finale de cette 26e édition Monte-Carlo historique qui revient à Michel Descrémer sur son Opel Ascona 400, avec 960 points au compteur général, devant Giorgio Schon, deuxième, qui a gratté quand même quelques points, puisqu'il est à 1030 points. Sur sa petite Austin Mini Cooper S, voilà, bravo. Schon donc termine deuxième et Maurizio Aiolfi monte sur le podium avec 1090 points sur sa Lancia Beta Coupé 1800. Ilya Kashin sur Volkswagen Sirocco termine quatrième. Et Karolis Raizis sur Jaguar MK2 3,8 litres termine à la 5e place. Et si on redescend un peu dans le classement, comme vous l'avez vu dans notre vidéo, eh bien nous avons eu l'honneur d'avoir Bruno Sabi avec nous en interview, notre Français favori, qui donc cette année n'a pas pu remporter, comme c'était son objectif de départ, ce Rallye Monte-Carlo historique, lui qui l'a gagné autour des années 88 précisément, je crois, ancien vainqueur du Monte-Carlo WRC. Et bien oui, pour l'instant ça c'est pas pour cette année suite à sa casse de transmission en Ardèche, comme vous l'avez compris dans notre émission radio, mais en tout cas on a suivi son classement, je vais vous le donner. Juste avant, il y a 16e, il y a quand même les tenants du titre du Rallye Monte-Carlo historique 2023, Claudio Enz sur Lancia Fulvia, qui sont 16e cette année. Le jeune chef Louis Chabran est 18e. Olivier Campana et sa femme Lydie Campana, les monégasques, sont 59e du classement général. Et notre Bruno Sabi national termine à la 124e place. Comme il l'a dit lui-même, dans la caravane. Voilà, il est dans la caravane. Et ensuite, nous avons le grand chef drômois Michel Chabran qui termine, lui, en 180e position. Voilà, et puis pour terminer, qu'est-ce qui va se passer donc ce soir, ce mercredi 7 février ? Comme d'habitude, selon la tradition, la soirée de gala, la remise des prix pour les vainqueurs dans la prestigieuse salle des étoiles au Monte-Carlo Sporting Club. Bien sûr, smoking et tenue de soirée exigée. Voilà, c'est tout pour nous, pour vipradioonline.fr. C'était Jérôme et Jean-Claude pour RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission radio et en images. Et à très bientôt pour de prochains reportages.